Oh, bless you. Hey. Hey, baby. Hey, beautiful. How are you this morning? I'm beautiful. God bless. Sexy, American Eagle. Cette jeune femme a marché dans les rues de New York pendant 10 heures sans dire un seul mot. À la fin de la journée, elle a entendu 108 remarques et interpellations de la part d'inconnus. Bonsoir, la vidéo que vous venez de voir a été visionnée plus de 50 millions de fois sur Internet. Elle a provoqué un débat mondial autour du harcèlement de rue. La protagoniste, elle, a reçu de nombreuses menaces de mort et de viol pour avoir participé à cette expérience. Ce qui pourrait sembler être de simples compliments est en réalité, et vous allez le voir, une attitude machiste et sexiste pas forcément agréable à vivre. Imaginez un instant si à la place de cette passante, il y avait un homme et que des dizaines de femmes fassent des remarques sur son physique. Pas certain que la scène serait regardée de la même manière. Ce soir, nous tenterons de comprendre pourquoi certains hommes, et étonnamment certaines femmes aussi, estiment encore au XXIe siècle que la femme n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle mérite un traitement différent dans bien des domaines. Nous verrons aussi que toujours plus d'hommes se sentent à l'étroit dans des stéréotypes de genre qui ne collent plus avec leur réalité. Mais pour commencer, je vous propose de nous glisser dans la tête d'un macho, un jeune Yverdenois d'origine italienne. Je vais chez le coiffeur, je rentre à la maison, je vais choisir la plus belle chemise que j'ai, les chaussures, tout neuf, les meilleurs parfums que j'ai, pour qu'elle ait du plaisir à me voir, dire waouh, il est quelqu'un de beau, quelqu'un de classe, quelqu'un de gentil. C'est très important au début. Après, je vais la chercher avec ma voiture propre, qui vient de sortir du lavage. On arrive au restaurant et en attendant que la pizza elle arrive, on commence à parler de nous. Je veux tout de suite montrer que moi je suis le meilleur. Quand la facture elle arrive, moi je la prends tout de suite, je ne la laisse même pas regarder. Ça se fait pas. C'est moi qui paye. C'est ça le mec. Je l'amène chez elle et moi je vais chez moi. Pour des autres choses, j'aime pas tout de suite, j'aime bien prendre mon temps en fait. Être macho, ça veut dire. Pour moi, personnellement, ça veut dire se sentir beau, faire du plaisir à sa copine, pour qu'elle soit toujours concentrée sur moi, en fait. Pour qu'elle n'ait pas envie d'un autre garçon, voilà. Pour moi, les autres hommes peuvent regarder ma copine tant qu'ils ne la touchent pas, ça va. Tant qu'elle ne regarde pas les autres, ça va. Ça ne me dérange pas qu'elle va dormir chez ses copines, par exemple, des choses comme ça. Tant que c'est dans les règles, on dirait. Tant qu'elle fait, il n'y a pas de soirées où il y a des mecs, ou en boîte, 3 heures du matin. Le premier rendez-vous entre Matteo et Léa débouche sur une histoire qui dure depuis près d'une année. Matteo est arrivé en Suisse il y a 4 ans, des rêves plein la tête. Depuis, il travaille dur pour les réaliser. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai rêvé cette voiture, la Sirocco blanche avec les jantes noires. C'est comme ça que j'ai appelé. Quand je l'ai vue, je ne croyais pas mes yeux, en fait. C'est à moi, ça fait 6 ans que je rêve cette voiture. Ça fait 6 ans. Qui a le droit de la conduire? Ma sœur, ma mère ne peut pas conduire. Ma copine, elle n'a pas le permis, du coup, c'est bon. Les voitures, chez nous en Italie, on dit que c'est pour les mecs. C'est pas pour une femme. C'est au sud de l'Italie que Matteo vit une enfance simple, dans une famille traditionnelle des Pouilles. Mon père, il allait travailler. Et ma mère, elle restait à la maison, elle s'occupait de nous. Elle faisait toujours l'impossible pour nous. On était 3. Pour moi, c'est tout à fait normal. Avec mon père, j'ai appris quelque chose de mécanicien, comme de réparer les choses à la maison, des particuliers comme ça. Moi, je suis prêt à avoir une famille, 2, 3 enfants et une belle maison. J'arrive pas à penser que c'est moi qui reste à la maison et ma femme va travailler. Non, ça doit être le contraire. Je m'ennuie à la maison. Donc, il doit rentrer à la maison fatigué et transpirer aussi. Si j'ai la possibilité de donner à manger à ma famille sans qu'elle travaille, ça serait bien aussi. Comme ça,
Notre enfant, par exemple, il passe ses premières 3, 4 ans, 5 ans avec elle. Et ça, pour moi, c'est très important. Puis après, quand il aura commencé à avoir 6, 7 ans, je serai là, commencer à, par exemple, à jouer au foot, voilà. Et je suis sûr qu'il sera un mec, en fait. Je suis sûr et certain qu'il sera un mec. Il s'appellera Massimo. T'as déjà décidé? Oui. Ça, c'est toi qui commandes? Oui. Elle n'a pas de choix, elle, non. C'est moi qui décide le prénom du mec, c'est moi. De la fille, si c'est pas trop bizarre, elle peut le choisir le nom. Moi, je vais prendre un James Dean. Le macho, c'est lui qui doit commander à peu près, voilà. Pas commander dans un mauvais sens, mais quand même dans la maison, ou tout ce que c'est la vie en général, il faut qu'elle m'écoute. Comme moi, je l'écouterai si elle me donne des conseils, par exemple en cuisine, ou des choses qui sont plus des femmes, ou décoration de la maison, ça sont plus des choses des femmes. Moi, je l'écoute, mais pour le reste, voilà, c'est moi l'homme. Caroline Dayer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et des discriminations. Vous avez écrit différents ouvrages sur la question, notamment « Sous les pavés, le genre » ou encore « Le pouvoir de l'injure ». Alors, on vient d'entendre le témoignage de Matteo, qui est un jeune qui vit à Yverdon, mais qui est d'origine italienne. Pensez-vous que cette vision des rôles hommes-femmes colle bien avec les Italiens, le pays des machos, si j'ose la caricature, et que dans un pays comme la Suisse, la culture suisse, ça n'existe pas? Alors hélas, ce type de vision ne s'arrête pas tout d'un coup aux portes de la Suisse. Bien au contraire, ce serait un stéréotype que de dire que tous les Italiens pensent comme ça. On voit au contraire que ça va dépendre des contextes et des éducations qui sont données, qui vont soit valoriser ou dévaloriser ce type de vision. Est-ce que le machisme et le sexisme, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose et c'est important de voir que le sexisme, c'est un système idéologique qui hiérarchise les sexes. C'est-à-dire, le sexisme va construire la catégorie des hommes, la catégorie des femmes et dire que la catégorie des hommes est supérieure à la catégorie des femmes. Alors que le machisme en tant que tel, c'est le fait de prôner la supériorité des hommes sur les femmes et leur accorder des privilèges. C'est-à-dire qu'une conduite de macho, ça va souvent se traduire par une personne qui va décider à la place des femmes, penser à leur place, trouver normal de commander. Est-ce que c'est inscrit dans l'ADN des hommes, ce machisme, le fait de siffler une femme dans la rue, c'est dans ses gènes ? En fait, le gène du sifflet n'existe pas, tout comme le gène de la voiture ou de la poupée n'existe pas, ou du marteau ou de l'aspirateur. En fait, il s'agit vraiment d'éducation et d'apprentissage. On va apprendre à devenir macho. Je viens de la planète des gloops, et sur ma planète, il n'y a que des gloops. Quoi? Est-ce que vous êtes d'accord des gloops? Oui. À savoir comment on reconnaît les garçons et les filles. Oui. Faut regarder si elle est habillée en rose ou en vert. Ah, super. Alors, habillé en rose. Voir si les cheveux ils sont longs et puis si les cheveux ils sont courts. On va voir, Gloop, si la personne que tu rencontres À a les 8 ans, cheveux longs ou les ces cheveux enfants du collège des Ponts de Martel à Neuchâtel ont déjà des idées très claires sur les différences entre les sexes. Aujourd'hui, ils suivent un atelier de l'association SEM sur l'égalité, qui les fait beaucoup réfléchir. Il y a aussi une copine qui a les cheveux courts et peut-être les filles, elles ont aussi les cheveux courts. Il y a des filles qui ont les cheveux courts alors? Ouais. Ok. Et des garçons qui ont les cheveux longs. Ah, il y a des garçons qui ont les cheveux longs? Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Une fille a une robe ou une jupe, ça pourrait être une fille. C'est faux, parce que dans un autre pays, en fait, il y a des garçons qui dansent avec des robes ou une jupe. Ah là là, Gloop, on n'avance pas, hein? Dans nos sociétés, actuellement, on a développé toute une série de codes associés aux garçons et associés aux filles. Il a des chaussures à talons? Il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs? C'est vraiment quelque chose qui est complètement socio-culturel et qui dépend d'une époque et qui dépend d'une culture. Pour le zizi et la zizette?
Le zizi et la zézette. Bon, t'es prêt? Alors, qui a un zizi? Et qui a une zézette? Ok. Et là, on est sur un truc où c'est sûr ou pas? Avant de réaliser que ce sont les organes sexuels qui déterminent le genre, les enfants s'attachent donc à ces indices, ces codes, pour se différencier les uns des autres et savoir comment se comporter. Et qu'il y a des nénés, c'est tout. Les enfants, ils ont besoin en fait de mettre des étiquettes masculins, féminins sur le monde qui les entoure, sur les objets, sur les comportements, sur les activités. Et pour pouvoir mettre ces étiquettes, en fait, ils vont se baser sur l'observation. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on voit en fait que c'est pas que la réalité qui compte, mais que c'est aussi beaucoup les représentations de la réalité qui sont en jeu. Et quand on observe l'univers des enfants, on constate que les filles et les garçons ne sont pas logés à la même enseigne. Bébé y compris. C'est la première question qu'on pose, ce sera un garçon, ce sera une fille. Tout est structuré autour de finalement faire devenir ce bébé un garçon ou une fille. Et on ne se comporte pas du tout de la même manière vis-à-vis de ce bébé, même déjà avant qu'il ou elle naisse, si on anticipe un sexe plutôt qu'un autre. Les couleurs sont différentes, les activités et les attributs le sont également. Les filles sont belles comme des princesses, sages et douces. Elles prennent soin d'elles et des autres et sont souvent occupées dans l'espace intérieur. Les garçons, eux, sont courageux, toujours dans l'action. Ils sont explorateurs, justiciers ou techniciens. Ils parcourent le monde et en percent les secrets. Ces différences ne sont pas anodines. Le manque de diversité dans les représentations est problématique pour le développement des enfants. C'est extrêmement difficile de s'identifier à un personnage qui n'est pas un personnage de son propre sexe. Donc en termes d'identification, il y a beaucoup moins de modèles pour les filles que pour les garçons. Donc du coup, ça va provoquer une baisse de l'estime de soi. Associé au fait qu'en plus, les modèles proposés aux filles sont beaucoup moins positifs et valorisés que les modèles proposés aux garçons. Souvent, ça va être des nunuches ou ça va être des faire-valoir du garçon. Le garçon, il a un rôle beaucoup plus actif. Et ces modèles, les enfants les intègrent très rapidement. À 2 ans déjà, lorsqu'on les laisse jouer seuls dans une salle remplie de jouets, chacun se dirige spontanément vers les objets attribués socialement à son propre sexe. Les parents sont convaincus d'élever leurs garçons et leurs filles de la même manière. Ils sont absolument convaincus d'adopter le même type de comportement, mais que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui sont réellement inconscientes sur la manière dont devraient se comporter une petite fille et un petit garçon. Les parents sont-ils si inconscients des attentes qu'ils projettent sur leurs enfants? Pour en avoir le cœur net, nous avons convié 5 familles à participer à une expérience dans les locaux de la télévision. Nous avons préparé une salle d'attente pleine de jouets et nous avons mis le paquet niveau stéréotype. Les jouets garçons d'un côté, les jouets filles de l'autre. Ce sont les pères que nous voulons tester. Avec la complicité des mamans, nous nous arrangeons pour les laisser seuls dans la salle avec l'enfant. L'expérience commence maintenant, sous l'œil de nos caméras discrètes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu mets l'autre aussi là-dedans? Immédiatement, les pères jouent avec des jouets correspondant au sexe de leur enfant. J'ai vu un beau costume de princesse, alors j'ai décidé de l'habiller en princesse parce qu'elle n'a pas beaucoup l'habitude avec 2 frères à la maison, alors j'en ai profité. Les parents vont encourager et décourager leurs enfants de manière extrêmement subtile. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va vers un objet qui est étiqueté de son propre sexe, eh bien, on entend le papa dire « Tu peux jouer avec ça? Oui, vas-y, joue, ça c'est une grue, joue avec ça. » Les mères complices reviennent. À ce stade, nous leur demandons d'inciter leurs enfants à jouer avec des jouets étiquetés du sexe opposé. On met quoi? On met la jupe? À l'évidence, les enfants sont ravis. Après, tu fais la même chose? À leur tour, les pères reviennent.
Comment vont-ils réagir? Lorsque l'enfant va vers un jouet qui est étiqueté du sexe opposé, le parent ne va pas lui interdire de jouer, mais va lui dire « ça c'est pour les garçons ». Mais ça c'est un jeu de garçon, viens, on va faire le repassage. Donc sous-entendu, ça c'est pour le sexe opposé, tu ferais mieux de jouer avec quelque chose de ton propre sexe. Elle jouait avec des outils et un établi. Et je lui ai dit, ma fille lâche ça et joue plutôt avec le fer à repasser. Tu montres à papa? Maman, elle revient. Tu montres à papa les outils? Le père reste en retrait et ne dit rien. Donc il n'encourage pas. Rien que le fait de ne pas encourager, pour l'enfant, c'est perçu comme étant un découragement. Il est où le château? Il est où le château? Il est là, le château. Vous lui avez dit, il est où le château? Ouais, c'est bien possible, oui. Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'inconsciemment, on la pousse à aller vers un jeu qui est dans les couleurs des filles, rose. Un autre moment, on a le père qui regarde son fils en train de jouer avec des jouets étiquetés filles. Il regarde dans la salle, il se lève, il fait tout le tour de la salle, et puis il dit à son fils « Waouh, t'as vu ce casque de pompier ?» Il le met sur la tête, et puis il lui montre comment est-ce qu'un homme joue avec un jouet de ce type-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré vers ce casque de pompier et je voulais qu'il joue avec ce casque de pompier. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer. C'est pas du tout que les pères sont des gros machos, absolument pas. On a été élevés comme ça, donc on n'a pas conscience de reproduire ces mêmes clichés. Mais là encore, il y a des différences dans la manière de traiter les garçons et les filles. Habituellement, le garçon, il est plus sanctionné s'il veut faire quelque chose d'étiqueté du sexe opposé que si c'est une petite fille. Le premier aspect, c'est la valeur sociale. Le fait que sur l'échiquier social, le masculin vaut plus que le féminin. Donc un petit garçon qui fait quelque chose d'étiqueté fille, en clair, il perd un peu de son prestige social. Et la deuxième raison, c'est la crainte de l'homosexualité. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Mais les parents, et les pères principalement, imaginent que si leur fils joue avec des objets étiquetés filles, il risquerait de devenir homosexuel. Nos parents volontaires n'ont rien d'exceptionnel. Ils ont réagi comme l'aurait fait la majorité des pères et des mères dans la société. On constate ici le poids des traditions. Certains de nos participants ont tout de même fait preuve d'ouverture d'esprit. Les stéréotypes de genre conditionnent les enfants et les empêchent de développer leurs compétences librement. Avec les filles, on aura plus tendance à renforcer des comportements qui vont dans le sens justement de prendre soin des autres. On va plus s'attendre à ce qu'elles soient gentilles, à ce qu'elles soient polies. On va plus renforcer positivement des comportements docilité. Avec les garçons, ça va être différent. On va plus valoriser le fait qu'ils soient autonomes, qu'ils soient à la recherche de défis, qu'ils essayent de découvrir le monde, qu'ils posent des questions, qu'ils soient curieux. Donc toutes ces compétences qui ensuite vont pouvoir plus facilement les porter à occuper, par exemple, des postes intéressants au niveau professionnel. Et c'est à l'adolescence qu'on reproduit de manière flagrante les stéréotypes sexistes inculqués durant l'enfance, notamment lors des premières expériences amoureuses. Ces adolescents vivent dans le centre professionnel Le Repuy, à Neuchâtel. Ils suivent aujourd'hui l'atelier « Sortir ensemble et se respecter ». On va faire un jeu, c'est l'association d'idées. C'est-à-dire que moi, je vous donne un mot, puis en fait, vous devez me dire ce qui vous passe par la tête par rapport à ce mot. Si je vous dis femme... Cuisine. Cuisine. Ah, ça commence bien. Mère au foyer. Mère au foyer. Mère au foyer, super. D'autres. Maquillage. Attentionné. Attentionné. Cet atelier sensibilise les adolescents au sexisme. À cet âge-là, les stéréotypes acquis pendant l'enfance deviennent le modèle à suivre pour être un adulte. On a un homme avec 4 filles, il est considéré un prince charmant. Et de l'autre côté, il y a une fille avec 4 hommes, elle est considérée une fille facile. Parce qu'on est un peu habitué à ça, c'est un peu ce que les mecs qui sortent plusieurs fois avec
Il sort avec 2-3 filles en même temps, c'est pas choquant, il voit ça comme normal. Qu'une fille, si elle sort avec 2 mecs en même temps, c'est considéré comme une traînée, quoi, vraiment, quoi. Comme On a particulièrement besoin, au moment d'adolescence, de se sentir membre d'un groupe et d'être valorisé en tant que membre d'un groupe. Donc le sexe est une des catégories qui sont saillantes. Et donc on a besoin de montrer qu'on est une vraie fille, qu'on se conforme aux normes de féminité pour les filles. Et encore plus, chez les garçons, de montrer qu'on est un vrai gars, qu'on est un vrai mec. La projection dans un métier participe aussi de ce processus, parce que si je me projette en tant qu'adulte en train d'exercer un métier qui est bien viril, ben je suis en train de renforcer mon image de moi-même comme conforme aux normes de genre. Vous avez vu, comme on l'a dit, Des choix décisifs pour l'avenir professionnel qui se font au moment où les ados sont le plus influencés par les croyances sexistes. Si on voit un mec coiffeur, on va dire, lui c'est pas un vrai mec, quoi. Il porte pas ses couilles, quoi. Ce qu'on constate, c'est que plus la famille d'origine, les parents adhèrent fortement au sexisme, plus effectivement les garçons vont aspirer à des métiers très typiques, donc par exemple effectivement la mécanique, l'ingénierie, etc. Et les filles, des métiers très typiques pour leur sexe. En Suisse, la grande majorité des garçons choisit un métier associé au stéréotype masculin ou un métier neutre. Seuls 6% d'entre eux s'essayent à des métiers dits féminins. Un peu plus de filles se dirigent vers des métiers dits masculins. Elles sont 20% à faire ce choix. Ces stéréotypes de genre limitent donc les aspirations des gens et même leur imagination. Exemple dans la rue avec une petite devinette. Il y a un père et un fils qui sont dans une voiture, ils ont un accident. Le père décède. Le fils est amené à l'hôpital et la personne qui doit l'opérer dit « Ah bah non, moi je peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Qui est cette personne? Ah là, je sais pas. Ah, c'est compliqué, bah, le père est décédé. Alors, il a 2 pères. Le beau-père. Ils se sont trompés dans les tests, moi je trompe. C'est le père. Je sais pas, il a été réincarné en chirurgien. C'est le père qui est mort, c'est le grand-père. Sa mère. Bah, sa mère. Ah, c'est sa mère. Voilà. C'est ça? Ouais. Ah bah j'ai trouvé, wesh. Le mari de la mère. Enfin, le deuxième mari. Bah, je sais pas, c'est le père adoptif. T'as pas qui? Donc, ah, c'est la mère. Ah bah oui. Ah, ok, d'accord, c'est ça, maman. J'ai pas pensé à la mère tout de suite, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le chirurgien dans ma tête n'était pas une femme. Caroline Dayer, on vient de voir que les stéréotypes ont la vie dure, qu'il est encore difficile de se projeter dans un comportement ou même dans une profession généralement attribuée à l'autre sexe. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? On l'explique parce qu'en fait, on intériorise les stéréotypes de genre et les personnes qui vont oser défier ces stéréotypes, qui refusent de s'y plier, vont être sanctionnées. Donc, il y a un coût à transgresser les attentes qui sont construites socialement. Et ce coût-là, dans une société qui va valoriser le masculin au détriment du féminin, ou plus précisément qui valorise ce qui est considéré comme masculin et ce qui est considéré comme féminin, ben on voit par exemple qu'un petit garçon qui a envie de faire la danse classique va être moqué, raillé, voire insulté, parce qu'il transite du mauvais côté de ce schéma. Alors qu'une fille qui fait du foot, on va peut-être lui faire des remarques, mais au moins elle va dans le bon sens. Alors, on constate quand même que toujours plus de filles se lancent dans des métiers dits masculins, ce qui est une bonne nouvelle. Mais vous me disiez qu'une fois arrivées dans le monde du travail, c'était pas si simple. Oui, on est dans une période paradoxale puisqu'effectivement, on invite les enfants puis les jeunes à ouvrir leurs horizons. Et puis, à la fois, quand les pionnières arrivent dans le monde du travail, on se rend compte qu'elles vont avoir affaire à des obstacles massifs. Et là, on voit qu'elles vont se confronter à ce qu'on appelle communément les plafonds de verre. C'est-à-dire que c'est très difficile pour ces femmes-là de pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Donc, il y a vraiment un problème encore de culture professionnelle où on peut avoir, dans certains contextes, du machisme ou du sexisme qui persiste. On vit dans un pays où on prétend que l'égalité entre hommes et femmes existe vraiment. Pourtant, on a vu que les différences et la hiérarchisation des genres est inculquée très tôt déjà chez les enfants. Est-ce qu'on vit dans une société un peu hypocrite en Suisse ? On voit surtout qu'il est nécessaire de déconstruire ce mythe selon lequel l'égalité serait acquise en Suisse. C'est un mythe en Suisse pour vous ? C'est un mythe dans le sens où, si on regarde les faits,
très concret. On se rend compte vraiment très clairement et rapidement que les femmes sont davantage la cible de discrimination dans le contexte du travail. L'inégalité salariale en est un exemple. On voit qu'elles sont massivement la cible de violences, si on prend l'exemple de la violence conjugale, mais aussi de la violence dans la rue, à l'école, sur les réseaux sociaux. On voit aussi que les femmes ont moins d'opportunités économiques, qu'elles sont moins représentées en politique, et on voit que finalement elles sont davantage sujettes à la précarité et la pauvreté. En dehors de ces aspects, on pourrait dire que c'est la face vraiment plus visible de l'iceberg, se cachent aussi effectivement en Suisse des formes de sexisme qui sont beaucoup plus invisibles et sournoises. À propos de sexisme moins visible, nous sommes demandé dans l'émission si la galanterie faisait partie du sexisme. Et du coup, nous sommes allés voir l'icône incarnée de la galanterie en Suisse romande. Regardez. C'était il y a 40 ans. Je l'ai rencontré parce que nos enfants allaient à la même école. Et je l'ai trouvé totalement sublime. Et donc j'en ai conçu une vive convoitise charnelle. Il était totalement marié, moi je l'étais encore un peu. Je lui écrivais des lettres irrésistibles. Je choisissais ses lectures. Bien sûr, elle était couverte de fleurs. Ça a commencé par la combrer, puis par l'attendrir, puis par la séduire. Et un jour, elle a compris toute l'intensité de mon désir et elle a consenti à l'exaucer. Et comme je n'ai pas été, je crois, défaillant ce jour-là, depuis, c'est irréversible et à jamais. Marc Bonan, avocat genevois réputé, est un ardent défenseur de la galanterie. Je te rappelle que la femme a une force vitale. Pour lui, c'est à l'homme de faire la cour à une femme et tous les moyens sont bons. On me dit que de siffler une femme dans la rue est insupportable. Les hommes qui sifflent, moi je ne sais pas siffler, j'ai d'autres soupirs ou d'autres souffles. Un homme qui vous siffle, c'est un homme qui vous dit merci. Alors que vous ressentiez ça comme une atteinte, parce que qu'est-ce qu'il siffle? Assurément votre apparence. Mais vous êtes aussi une apparence. Mais c'est pas de la galanterie de siffler dans la rue, quand même. C'est la galanterie des pauvres. Où s'arrête la galanterie et où commence le sexisme? C'est l'éternelle question des rapports hommes-femmes sur laquelle plusieurs chercheurs en psychologie se sont penchés. Il est évident que dans un contexte privé, romantique, dans un couple, certains comportements peuvent être de la pure galanterie de la part de l'homme envers la femme. Et ça ne pose aucun problème. C'est une relation tout à fait normale, saine, voire même nécessaire à l'intérieur du couple pour que celui-ci fonctionne convenablement. Par contre, le même comportement qui serait émis au travail à l'égard des femmes en général sera étiqueté comme du sexiste et sera rejeté. La galanterie peut donc faire partie des comportements sexistes. Et pour Benoît Dardenne, il y a deux types de sexisme. Le sexisme hostile. C'est une attitude des comportements qui remettent clairement en cause la compétence des femmes. En parallèle à cela, il y a une forme plus douce, plus subtile, voire même positive, aussi beaucoup plus ordinaire de sexisme. C'est ce que l'on appelle notamment le sexisme bienveillant. La sécurité de ce pays. Et notre sécurité, ça c'est le plus important pour vous. Pour les faibles de notre société, les femmes, les jeunes, les La femme faible et enfantine qui a besoin de l'aide de l'homme, c'est ce qu'on appelle le paternalisme, l'une des trois facettes du sexisme bienveillant. Il y a aussi l'intimité hétérosexuelle. L'homme a besoin de l'amour d'une femme pour être vraiment heureux. Elle n'existe donc que pour combler ce besoin. Et pour finir, la complémentarité entre les sexes. La femme a par nature une certaine pureté, elle est plus morale et plus gentille que l'homme. Et donc là, c'est très clairement positif. On met en avant toute une série de qualités. Nous, ce que nous prétendons, c'est que mettre en avant ces qualités implique une absence de quelque chose, de la compétence. Maître Bonan s'est très souvent fait remarquer par ses allusions sexistes. C'est nous qui partons à la chasse, nous vous rapportons des peaux de bêtes. Vous êtes dans la caverne, vous frottez le silex. Vous-même, est-ce que vous vous considérez comme un peu macho? Ah, dans l'acception courante, sans doute. Oui, oh, oui, pas un peu, totalement, irréversiblement. Bonjour, maître. La plupart des hommes que l'on dit sexistes aiment les femmes
estime les femmes, et peut-être un peu trop même. J'ai toujours passé les femmes au plus haut. Et c'est pour ça que je suis désemparé lorsqu'elles revendiquent d'être nos égales. La notion d'égalité, je n'y crois pas, je ne l'aime pas, je la déteste. Vous nous singez maladroitement, nous ne méritons pas d'être singés, même pas d'être imités. Incarnez-vous dans des moments opportuns, des moments d'étreinte, des moments de vie, des moments majeurs de maternité. Mais ne faites pas les mecs, nous sommes déjà si nombreux. Lorsqu'on engage un homme, on engage sa capacité de travail, son dévouement, sa force, ses aptitudes. Lorsqu'on engage une femme, on engage d'une manière ou d'une autre sa vie. Elle aura des chagrins d'amour, des burn-in, des burn-out, des migraines douloureuses, des lunes nocives, enfin comment vous dire, et puis la maternité. Tout ça fait que vous n'avez plus la même aptitude à être là, la même possibilité de dépassement, parce que vous êtes sur plusieurs fronts. Donc au fond, je vous paye un peu pour ce que vous me donnez, et un peu par générosité, je vous paye pour ce que vous donnerez à d'autres. Il est rare d'entendre un discours aussi franc que celui de Maître Bonan. Ce point de vue distingue très clairement le rôle des femmes de celui des hommes, une vision qui, il faut le dire, disqualifie les compétences des femmes dans le monde du travail. Il est par contre beaucoup plus fréquent d'entendre des propos envers les femmes, à premier abord bienveillants, mais qui malgré tout ont des conséquences sur celles qui les reçoivent. Regardez cette expérience étonnante et fort instructive réalisée grâce à la complicité d'un comédien. Bonjour. Bonjour. Entrez, installez-vous. Nous avons invité 10 femmes. Elles pensent passer une présélection pour participer à une expérience avec des hommes soi-disant déjà sélectionnés. Elles vont d'abord passer un premier test de mémoire. Elles seront ensuite séparées en deux. Une moitié sera exposée à du sexisme hostile et l'autre moitié à du sexisme bienveillant. Pour finir, elles repasseront tout un deuxième test de mémoire. Y aura-t-il des différences de performance entre les deux groupes? Pour commencer, l'animateur leur explique les règles de façon neutre. Le premier test, c'est très simple. Je vais vous montrer un panneau avec des photos, des formes. C'est un exercice de mémoire. Principalement, on travaille la mémoire. Tout le monde est prêt? 20 secondes et c'est parti. Et voilà. Après avoir observé le panneau, elles ont 1 minute pour restituer un maximum de mots. Commence maintenant la phase cruciale de l'expérience. Le premier groupe va désormais subir du sexisme hostile de la part de l'animateur pendant qu'il ramasse les feuilles. Écoutez bien. Alors voilà, il faut savoir que si on fait cette sélection, c'est parce que les féministes nous ont reproché de ne pas engager assez de femmes dans nos expériences. Elles exagèrent toujours le problème des femmes pour obtenir des avantages. Alors voilà, nous sommes désormais obligés d'avoir un quota de personnes du sexe faible dans nos émissions. Alors j'espère que je ne vous vexe pas en disant ça. Les femmes se vexent toujours, facilement. Ouais. On ne se vexe pas parce qu'on sait que c'est pas vrai. Ah, peut-être. Alors... Donc, du coup, ça devient pathétique. Peut-être. Je vous propose maintenant la deuxième partie du test. Les remarques hostiles de l'animateur ne sont pas passées inaperçues. Je me suis dit, tiens, on doit encore prouver que la femme est aussi intelligente que les hommes. En fait, on est en 2018, je pense que ça a été largement prouvé. Je me suis dit, oh le pauvre, oh le pauvre. Les participantes exposées à du sexisme hostile n'ont pas de difficulté à identifier la cause de leur malaise. C'est la personne en face de moi qui s'est montrée objectivement et manifestement hostile et agressive. C'est maintenant au tour de l'autre moitié des participantes. L'animateur va tenir des propos sexistes, mais dans une attitude bienveillante. Comment vont-elles réagir ? Alors voilà pour cette expérience, comme pour le monde professionnel, à compétences égales, ce sont les femmes qui seront choisies. Vous irez rejoindre un groupe d'hommes déjà sélectionnés, mais ne vous inquiétez pas, ils vont collaborer avec vous et ils sont d'accord de vous accorder du temps et vous aider. Alors, si vous êtes prête, et c'est parti. Tac. Ces participantes ont été perturbées par l'énoncé, mais sans parvenir à expliquer pourquoi. Et voilà, vous avez 1 minute.
Au fond, moi, j'ai envie de dire, pourquoi on a besoin d'être aidé par des hommes? Enfin, c'était bizarre. Je suis pas handicapée, j'ai pas besoin d'aide, je suis pas en difficulté, donc... Ils vont nous aider. Après, il a dit qu'ils avaient déjà fait le test. Du coup, ils pourront nous aider. Je me suis dit, ouais, bon, bah... cool aussi, enfin, je sais pas. Dans la condition de sexisme bienveillant, ne fût-ce qu'au niveau des visages, il y avait des hochements de tête, d'approbation, il y avait des sourires. Ça se passe plus naturellement, c'est pas détecté, on ne parle pas de sexisme, on parle même de « il est gentil, sympa, agréable ». Est-ce que vous vous dites, ah, quel macho celui-là? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Lui, il a pas l'air d'être un gros macho, comme ça. Mais sa phrase l'était, mais lui, il m'a pas perturbée plus que ça. Avenant, souriant, ouais. Agréable. On sait que le fait d'être confronté à ces actes soi-disant positifs dérange. Mais on ne peut pas étiqueter l'origine de ce malaise. Ne pouvant pas l'étiqueter, on peut aussi se l'auto-attribuer. Tout ça résulte en quoi? En des pensées intrusives, une mémoire de travail qui ne fonctionne pas bien, qui n'est plus concentrée sur la tâche principale, la tâche de mémoire. Résultat des courses, la performance est diminuée. Les participantes soumises au sexisme bienveillant ont donné moins de bonnes réponses lors du deuxième test de mémoire. Le résultat de mes études, c'est que systématiquement, elles font moins bien, à la fois par rapport à la condition contrôle de non-sexisme, mais aussi par rapport à la condition de sexisme hostile. Le sexisme bienveillant n'est donc pas anodin et a son lot de conséquences. Alors, je vais ramasser les copies. Et de manière surprenante, il ne concerne pas que les hommes. Ici. Le sexisme bienveillant des hommes est égal au sexisme bienveillant des femmes. Pourquoi? C'est une idéologie. C'est une manière de voir le monde, en l'occurrence ici, les rapports hommes-femmes. Cette idéologie, pour qu'elle puisse fonctionner, elle ne peut pas être détenue et entretenue que par le groupe dominant, elle doit l'être aussi par le groupe qui est dominé. Regardez le sexisme bienveillant en tant qu'outil pour maintenir la dominance, c'est merveilleux, c'est un outil qui est accepté et qui est parfois même demandé. Caroline Dayer, on vient de voir dans cette expérience l'impact négatif que le sexisme bienveillant peut avoir sur les femmes. Ce qui est surprenant, c'est que ce sexisme bienveillant, on le retrouve chez les femmes aussi. En fait, ce n'est pas si surprenant. Pourquoi? Parce que les femmes comme les hommes vont incorporer ces stéréotypes de genre. Les hommes comme les femmes vont incorporer ce qu'on appelle la police du genre. La police du genre, c'est une manière de signifier que si on ne correspond pas aux attentes qui sont stéréotypées, eh ben, on va être puni. Donc ça veut dire que les femmes elles-mêmes ont appris à le faire et vont aussi se punir elles-mêmes ou punir d'autres femmes. Il faut dire aussi que parfois les femmes utilisent, on va dire, obtiennent des avantages en jouant la femme fragile ou la femme sensible. C'est quand même là aussi un peu étonnant. On pourrait vraiment se questionner si c'est des avantages, parce que si on est dans un système qui est déjà asymétrique et déséquilibré, ce n'est pas vraiment des avantages, ça c'est la première chose. Par contre, la deuxième chose, c'est que les femmes sont prises au piège dans le sens où elles se retrouvent dans des injonctions paradoxales. On va prendre un exemple très concret. Qu'est-ce que c'est une injonction paradoxale? Une femme met une jupe trop courte, on va lui dire qu'elle est provocante. Une femme met une jupe qui est jugée trop longue, on va lui dire qu'elle n'est pas assez sexy. Donc, quoi qu'elle fasse, d'une part, ça ne va pas, et d'autre part, c'est toujours les autres qui vont dicter ce qu'elle est censée faire. Donc, l'injonction, c'est vraiment comme si c'était un ordre qui était donné, et quoi qu'on fasse, ça ne va pas. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais évidemment, la conséquence la plus grave du sexisme ordinaire sur les femmes, c'est la violence physique qu'on fait sur elles. Effectivement, si on revient à l'image de l'iceberg, on a vraiment ce système sexiste et les manifestations qu'on va voir, c'est par exemple les injures, qui sont des violences verbales. On peut avoir les violences physiques, comme les coups, et les violences sexuelles, qui sont les viols. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ces violences ne sont pas du tout isolées, mais forment une constellation. Et cette constellation, elle est aussi intéressante à prendre en compte si on veut vraiment lutter contre les violences, à se dire, mais essayons aussi de penser ce que c'est que la construction de la masculinité.
par exemple, être un homme, c'est être fort, voire violent, c'est très problématique parce que ça va cautionner des comportements qui sont inacceptables, alors qu'il n'y a rien qui va justifier la violence. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose de regarder la séquence suivante. Nous sommes amusés à tester et à mettre en péril la masculinité de certains de nos hommes volontaires pour voir leur réaction. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des hommes violents. Et d'ailleurs, je les remercie de s'être prêtés au jeu. Regardez. 12 volontaires nous rejoignent pour reproduire une expérience américaine qui teste la masculinité des hommes. Pour commencer et brouiller les pistes, Luigi leur donne un faux prétexte. Bonjour à tous, bienvenue. Le but de la journée, c'est de mesurer vos compétences personnelles, c'est-à-dire votre habileté, votre motricité et votre coordination dans différentes tâches qu'on va exécuter maintenant. D'accord ? Des chercheurs postulent que la masculinité, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, mais qui est facile à perdre. On est femmes parce que notre constitution biologique fait de nous des femmes. Être reconnu en tant qu'homme, selon eux, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on en fasse la preuve permanente. Le premier exercice, c'est le punching ball qui est devant vous. C'est parti. Chacun des volontaires donne 3 coups dont on mesure la puissance. Bravo. Le professeur Berendt nous assiste pendant cette épreuve. Il note l'ensemble des scores. C'est parti. Venez seulement ici. Place maintenant à la deuxième étape. C'est là que tout se joue. Nous divisons nos sujets en 2 groupes. Mettez-vous près de moi, comme ça je peux vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, ceux qui ont les cheveux, je vous propose de faire la plus jolie tresse et élégante possible, avec les accessoires qui sont dans ces sacs. Et puis, ceux qui ont la corde, je vais vous demander de faire la tresse la plus solide possible. Vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. Allez-y. L'idée de l'expérience est d'amener ces hommes à faire une activité considérée comme féminine, le tressage de cheveux. Pour renforcer le côté féminin de l'exercice, nous avons rajouté des accessoires très girly. Pas mal, avec un petit cerceau, un petit cœur. J'ai 3 filles et c'est ma femme qui coupe les cheveux et qui fait les tresses des filles. Bon, elle a l'air pas mal cette corde. Elle a l'air solide. Ben, j'ai pensé que j'aurais préféré les cordes. Voilà, j'ai jamais fait de tresse de ma vie, donc voilà. Tiens pas le nœud. Ça, je sais pas, c'est ni bien ni mal, c'est pas beau, quoi. Par-dessus, par-dessus et par-dessus, vous avez une tresse. Essayez. De par cette activité, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un malaise, on rigole plus facilement. Bah ouais, vous pouvez faire coiffeur pour femmes, là, je pense que vous avez un avenir, là. Ah ouais? Ouais, franchement. dans les tresses. Bah ouais. Ouais, moi ça me faisait marrer, parce qu'en fait, j'ai fini la tresse plus vite que les autres. Du coup, je lui mettais des petits accessoires, des trucs pour un peu la pomponner, quoi. La rendre un peu plus, je sais pas, un peu flashy, comme ça. Puis ça, c'est donc pour donner un petit côté nature. Exactement. Ouais, plus naturel, moins figé, quoi. Comme ça, un peu fofolle. Voilà. D'accord. Bah, tout simplement, j'étais pas à l'aise. Et voilà, mais ça m'a fait rire. Les 5 minutes se sont écoulées. Retour au punching ball. Ceux qui se sont amusés à jouer au coiffeur pour dames vont-ils, à présent, vouloir prouver leur virilité? Peut-être que j'ai voulu y aller un peu plus fort pour garder le même rythme. L'idée du punching ball, c'était une façon de mesurer cette tendance qu'on a en tant qu'homme, menacé dans sa virilité, à vouloir compenser d'une manière ou d'une autre ce manque de virilité, à vouloir montrer que, effectivement, nous sommes des vrais hommes, malgré tout. Ouais, c'est important d'avoir un plus haut score. Je sais pas, c'est un orgueil masculin, j'en sais rien. Et en effet, comme dans l'étude originale, on constate une différence significative entre ceux qui ont tressé les cheveux et ceux qui ont tressé les cordes. Les gens qui sont passés par cette activité menaçante ont compensé et ont tapé plus fort dans le punching ball, se sont montrés presque plus agressifs que les autres. Se montrer agressif est une façon de montrer sa virilité. Tous les hommes ne sont pas sensibles de la même manière aux menaces à la masculinité. Ce sont souvent les hommes qui tiennent davantage à la masculinité traditionnelle, qui peuvent se sentir menacés justement par ce genre d'activité typiquement féminine.
après tout ce qu'on vient de voir, Caroline Dayer, comment faire pour que les comportements évoluent vers plus d'égalité? Alors, il s'agit de passer des discours aux actes de manière cohérente et durable. Donc, on a un premier plan qui est celui, par exemple, de l'intervention, c'est-à-dire que chaque personne a un pouvoir d'action. Par exemple, intervenir par rapport à des injures sexistes ou sexuelles, c'est une manière de montrer son désaccord face à ce type de violence et de soutenir les personnes qui en sont la cible. Un autre plan, c'est celui de la prévention. C'est très important de sensibiliser les enfants et les jeunes et de former les professionnels sur ces questions, puisque ça nous permet de déconstruire ces stéréotypes de genre qui enferment autant les filles que les garçons. Et le dernier plan, c'est vraiment un plan institutionnel et politique pour avoir des messages extrêmement forts de promotion de l'égalité pour ce qu'elle se réalise dans les faits. Caroline Dayer, merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose de découvrir à présent le portrait de Grégory Jacquet. Souvenez-vous, on l'a vu en début de reportage en train de faire de la sensibilisation dans les classes. Eh bien, cet homme s'est posé pas mal de questions. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'est affranchi du poids des étiquettes. J'ai vécu un deuil problématique avec un collègue de travail qui est mort dans des conditions tragiques. À son enterrement, plusieurs d'entre nous ont pleuré à chaudes larmes à la sortie. Hommes, collègues, policiers, conditionnés, disons, à réfréner leurs émotions. Dans les moments qui ont suivi, tout le monde disait « Ah, je me sens triste à cause d'eux », ce qui était une révolution, personne n'avait jamais dit un truc pareil. Mais tout le monde avait terminé en disant que c'était la première fois qu'il pleurait depuis qu'il était bébé. Et ce qui sous-entendait assez bien, je me souviens que c'était probablement la dernière. Je me souviens d'avoir compris ce jour-là qu'on avait quand même un problème. Donc mes émotions, j'ai appris à pas pleurer, parce que si on pleure, on n'est pas un homme, ou bien on est une femme, ou bien on est un PD, ou bien juste, ça se fait pas, puis c'est tout. À ne pas être triste, ça, ou alors tu te débrouilles avec ça tout seul, mais enfin en tout cas pas à chercher une solution, chercher de l'aide ou à l'exprimer. Tu ouvres ? Je pense que c'était pas très loin d'être carrément pas possible de demander de l'aide, parce que c'était un aveu de faiblesse qui risquait de me poursuivre. C'est comme ça que je me représentais les choses, à ne pas avoir peur. C'est sûr que non. Par contre, alors la colère, ça va. On met le t-shirt dans le pantalon. Pourquoi faire? Comme ça, on n'a pas le courant d'air. On n'a pas le courant d'air. Aujourd'hui, père de 3 enfants, Grégory a grandi à Neuchâtel dans une famille d'agriculteurs plutôt traditionnelle. Dans les livres que je lisais, dans les films, dans la musique, partout, c'était assez évident qu'être musclé, puissant, extraverti, possédant et performant, réussir ça, a priori, c'était être aimé. Un vrai homme, il se doit d'être viril, il se doit d'être assertif, indépendant, robuste, peut-être même parfois agressif, compétitif. Bon, mais alors c'est moi qui gagne. Souvent, on essaie de ressembler à ce modèle. Il y a quelque chose de valorisant à être reconnu comme un homme, un vrai, parce que du coup, on fait partie du groupe dominant de la société. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Grégory se mettait beaucoup de pression pour ressembler à ce modèle et se faire accepter parmi les garçons de son âge. Mais j'y arrivais pas, quoi. J'étais mauvais, je faisais du foot, puis j'étais pas bon, puis voilà, alors que c'était nécessaire d'être bon, et puis je voulais être grand et fort, puis j'étais petit, mais j'allais d'échec en échec. Plus grand que toi. Des idéaux impossibles à atteindre qui empoisonnaient la vie de Grégory. Pour éviter l'échec, il mettait en place des stratégies. Je me souviens d'avoir inventé des amoureuses formidables, avec lesquelles j'avais vécu alors évidemment des aventures incommensurables, puis aller raconter ça à mes amis, j'avais eu des succès incroyables. Ça c'est à 15 ans, puis évidemment alors quelques années plus tard, ces succès incroyables ils s'étaient déroulés dans des lits, n'est-ce pas? Bien entendu. Les mensonges et le besoin de se conformer au modèle masculin l'oppressent. Avec les années et plusieurs remises en question, il finit par déconstruire le schéma dans lequel il s'était enfermé. Mais le vrai déclic arrive le jour où il envisage de fonder une famille. À partir de ce moment-là, alors, je suis allé beaucoup plus loin dans la contestation du modèle que j'avais compris, puis la création d'un modèle alternatif. Puis alors là, pour moi, c'était la révélation, quoi. Autour de 32-35 ans, là, quand les enfants sont arrivés, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais des âneries, quoi. Je me suis trompé de cadeau. Déjà, il faut avoir envie de sortir du moule et puis de se réinventer. C'est vrai que
Pour les femmes, il y a quelque chose à gagner. Sortir de la maison, on en gagne en prestige, on en gagne en statut. Alors que pour les hommes, sortir de ça, ça veut dire peut-être aussi perdre un peu de ce statut social élevé sur lequel on est assis depuis si longtemps. On a l'exemple de femmes astronautes, chefs d'entreprise, qui montrent qu'il est possible, en tant que femme, de sortir du foyer, de se consacrer à sa carrière, par exemple, et puis d'avoir du succès. Il n'y a pas beaucoup de modèles pour les hommes, de modèles de réussite, surtout, d'hommes qui se seraient détournés de leur carrière pour se consacrer, par exemple, aux enfants. J'ai expérimenté le fait d'être parent au foyer à temps complet, et je pense que c'est insupportable. Et que y contraindre qui que ce soit est un crime. Quand on est parent au foyer, tous les jours, on lave 6 ou 7 fois la même assiette, et à la fin de la journée, elle est sale. C'est intolérable. Enfin, c'est-à-dire, c'est la vie, c'est normal. Mais on n'a pas appris ça. On a appris à réussir des trucs, à réussir un truc puis en faire un autre le lendemain. Ou bien qu'à la fin, il y a un produit qui sorte de ce qu'on a fabriqué. Alors bien sûr, il y a un enfant bien éduqué qui sort, mais c'est pas épanouissant. Après une période de tâtonnement, sa femme et lui ont finalement trouvé un modèle égalitaire qui leur convient. Finalement, ma compagne et moi travaillons à 140% à nous deux, ce qui est à peu près l'équivalent d'une famille avec un père qui travaille à 100% et une femme qui a un emploi à temps partiel. Donc ça, voilà, moi j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. C'est-à-dire que j'éduque des enfants et c'est marrant. Et la vie professionnelle, par ailleurs, qui me satisfait. Et vous êtes d'accord que ce soit moi qui brasse, sinon il y a tout qui va ressortir ou pas? Oui. Avec les 3 enfants, ce que j'aimerais leur transmettre très fort, c'est l'idée que plusieurs modèles de vie distincts sont possibles. Toutes les attributions masculines ou féminines sont discutables, toutes. Mais soit un homme ne pleure pas, ou ne soit pas faible, ou ne soit pas triste, ou n'ait pas peur, ou ne manifeste pas ta peur, ne me dis pas que... Enfin voilà, toutes ces âneries. Non, je n'ai jamais dit à mon fils « sois un homme », je le dirai jamais. C'est moi qui fais. Vas-y. On voit. Voilà, Dans la tête d'œuf, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent mesurer leur niveau de sexisme, nous vous proposons de répondre à un questionnaire conçu par des scientifiques américains et que vous trouverez sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.